L'acte 3, je l'ai intitulé « L'héritage en mouvement » entre tradition séculaire et futur durable. Pour clore ce voyage au cœur de la résilience par la création, ce troisième acte nous emmène là où le temps s'arrête pour mieux se réinventer, dans les ateliers de la haute main et de l'innovation technologique. J'invite pour ce troisième acte 2 autres personnages intervenants. Mathéo d'Ivoire, du Mobilier National, et Dimitri Linka, artisan-chercheur. Alors, Dimitri, je sais que tu as des photos. Ouais, on va. Alors, Marine, c'est à toi de jouer pour commencer un petit film que nous a apporté Mathéo. Voilà. C'est beau. C'est magnifique, hein? C'est beau, c'est beau. Ça fait rêver. Mathéo, c'était important que tu sois un personnage de ce troisième acte parce que avec le Mobilier National, sous l'impulsion d'Hervé Lemoine qui est en Corée avec le président de la République pour signer justement une convention pour une nouvelle villa des métiers d'art à l'étranger. Voilà. Comme quoi les métiers d'art rayonnent à travers le monde. C'est important de le mentionner. Et donc, avec Hervé Lemoine, Mathéo, tu nous accompagnes dans la tradition du décor, de la restauration, puisque ça sort, en fait, vraiment, vous sortez des palais, des grands ensembles vertueux et de luxe pour en fait les rendre plus accessibles, et aussi en préservant tous ces savoir-faire qui sont fondamentaux pour notre culture et des savoir-faire tels que la tapisserie, l'ébénisterie, la dentelle. Mais vous le faites d'une certaine façon, puisque en fait, vous insufflez une modernité vibrante au métier d'art. C'est une forme de résistance par la matière. Et surtout parce que dans un monde de consommation jetable, vous opposez la durabilité absolue et la noblesse du temps long au jetable. Et donc, c'est pour ça que c'est important que tu sois là, puisque tu es le personnage de l'alchimie, de la transmission par le geste incarné. C'est une lourde responsabilité. Non, mais merci de nous inviter ici, de m'inviter ici. Donc, nous, on est le pôle public pour les métiers d'art, les arts décoratifs et le design en France. Et on aime bien dire qu'on est à la fois durable et moderne depuis des lustres. Durable parce que ça fait 400 ans qu'on crée des objets d'excellence de haute facture qui prennent parfois plusieurs années pour être créés, mais qui sont faits pour durer. Quand vous allez aujourd'hui à l'Élysée,
dans certaines ambassades, dans des musées, et que vous avez la possibilité de voir des tapis, des tapisseries, du mobilier qui, parfois à 2 ans, mais parfois à 450 ans ou 400 ans, est excellemment bien restauré pour être utilisé et vu, c'est déjà une de nos missions. Et puis moderne, parce que si on est capable de faire ça, c'est parce qu'en France, en termes de politique culturelle, de création artistique, on a toujours fait de la création contemporaine pour créer le patrimoine de demain. Vous pouvez penser à l'architecture, vous pouvez penser au théâtre. On crée du Molière sous Louis XIV, on fait du Thomas Joly aujourd'hui. Et en termes d'art décoratif, ça a toujours été ça. On a créé de nombreux styles d'art décoratif pour que la création contemporaine crée le patrimoine de demain. Et si c'est aussi important pour nous d'être là aussi, c'est parce qu'en fait, on a un grand rôle de service public. Puisque ce qu'on pense, c'est que les métiers d'art et notre mission, c'est être la vitrine d'un monde en transition. En fait, une partie des solutions, peut-être des questions de sens qu'on peut avoir aussi aujourd'hui, des questions de durabilité, des questions de rapport à la matière noble, à l'écosystème, à la biodiversité, au bois, à la laine. On les retrouve, on trouve des solutions et des réponses dans ces métiers d'art qu'on pratique depuis plusieurs centaines d'années et qui sont présents partout en France. La dentelle d'Alençon est à Alençon, la ganterie de Millau est à Millau, la tapisserie de Beauvais est à Beauvais. Et cet ancrage dans les territoires auprès de personnes qui perpétuent ces savoir-faire, elle est très importante pour nous. Et cette mission de service public, on l'a fait notamment par de la sensibilisation auprès des plus jeunes, par de la question de rayonnement international, du soutien à la création, et puis aussi par une question d'innovation, parce qu'on a toujours innové. Quand il y a 300 ans, des nouvelles espèces d'essence de bois arrivent en Europe et que les menuisiers et charpentiers commencent à orner certains des meubles de bois rares et qu'on crée ainsi l'ébénisterie, du nom de l'ébène, on crée un nouveau métier d'art qui a été perpétué dans le temps et qui sert encore aujourd'hui. Et donc cette innovation, on la montre aujourd'hui. On a d'ailleurs un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire des pratiques durables, qui est mécéné par la Fondation Bettencourt-Schuller, où on va aller chercher ou trouver des superbes designers, créateurs comme Dimitri, qui ont des superbes idées, des nouveaux matériaux, parfois qui vont même ressortir du grenier des matériaux anciens ou des techniques anciennes, mais qui sont des réponses pour demain, des réponses durables. Et nous, on va faire le rôle du service public qui est non pas de créer à leur place, mais de les aider à créer avec un accompagnement dans le brevetage, avec un accompagnement dans la légitimité, dans la visibilité, que ce soit ici aujourd'hui au Grand Palais ou dans les ambassades ou dans nos différentes musées, expositions et conférences. Bravo. Dimitri, dans ce 3e acte, je t'ai donné un titre artisan-chercheur. Parce que j'ai trouvé que tu repousses les frontières de l'artisanat en y intégrant une dimension quasi scientifique et technologique. D'ailleurs, pendant la préparation de ce panel, on avait des petits emojis parce qu'on était en téléphone et j'arrêtais pas d'envoyer des cœurs, des claps, des cœurs, parce que tout ce qu'il disait était absolument somptueux. Donc, partage avec nous ton travail au quotidien et comment est-ce que tu fonctionnes. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation, Mathéo, parce que c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer aujourd'hui et de parler, en tout cas, de la création au sens un peu plus large. Pour moi, ça comprend à la fois la conception avec le design et en même temps la fabrication avec les métiers d'art. Et c'est vrai que je mesure aussi la chance finalement d'être en France avec tout cet héritage culturel depuis des siècles et qui du coup sont soutenus par des institutions comme le Mobilier National. Et d'ailleurs, c'était un très bon parallèle avec l'ébénisterie, parce que c'est vrai que l'économie de moyens, l'économie de matière, c'est pas nouveau. C'était déjà pensé il y a des siècles de cela. Et aujourd'hui, c'est encore plus préoccupant au vu de la situation et comment finalement on peut aussi trouver ensemble des réponses à des enjeux liés finalement à nos domaines. J'avais préparé un petit PDF, mais j'ai pas la... Voilà, merci. Donc, bien sûr. En quelques mots, moi j'ai une double activité entre le design produit et la fabrication. Je travaille principalement pour des marques et des agences où on va développer des projets de A à Z. Donc on va vraiment les accompagner sur la conception puis la fabrication. C'est vraiment ce qui est intéressant dans ma pratique, c'est d'avoir une vision assez large finalement du projet, de pouvoir intervenir du début à la fin. Mais aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais communiquer avec vous, c'est vraiment cette approche de la matière, cette approche des techniques. C'est finalement comment est-ce qu'on arrive à réactualiser des savoir-faire qui sont parfois millénaires, mais qui demandent juste à être interrogés avec des moyens finalement contemporains, des moyens de notre époque. Et finalement, on se rend compte que l'innovation, elle est déjà présente. Il suffit juste de connecter en fait des sujets entre eux. Et c'est un peu tout le sujet de la démarche que je peux avoir aussi en termes de création quand je fais des collaborations ou que je travaille tout seul. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 projets rapidement, qui est Entropie. Donc c'est un projet pour lequel j'ai eu le prix Bettencourt pour l'intelligence de la main avec Nicolas Pinon en 2020.
Ça ne me rajeunit pas, ça fait déjà 7 ans, enfin 6 ans. Et c'est une pièce qui est assez particulière parce qu'elle traduit vraiment ce que je suis en train de partager avec vous, à savoir cette démarche complète sur le projet, qui est finalement une approche de la matière et une approche de la méthodologie. Parce que finalement, l'innovation, pour moi, ce n'est pas un objectif en tant que tel, c'est une conséquence, c'est un effet collatéral d'une réflexion qui est menée sur du coup, des matériaux qui sont déjà existants. Là, en l'occurrence, ce que vous voyez, c'est un radiateur, c'est un système chauffant qui a été réalisé avec de la laque végétale. Donc, c'est un radiateur qui est 100% végétal. Alors, je vais tourner la salle, voilà. Là, vous pouvez voir, en fait, la particularité de cette pièce, c'est que, bon, déjà, sa forme est très particulière, on y reviendra, mais c'est surtout cette approche de la matière. On travaille à partir du kanchetsu, qui est une matière millénaire en Asie, qui servait à fabriquer des sculptures de temples. Et en fait, c'est une combinaison de laque végétale, donc c'est la sève issue d'un arbre de la famille des sumaquées, combinée à de la fibre végétale, fibre de chanvre en l'occurrence, et de la poudre de terre. Et en fait, par stratification, on va obtenir une coque rigide qui va nous permettre après de développer tout un tas d'objets. L'intérêt de cette matière, c'est qu'elle résiste à des hautes températures, qu'elle est imperméable, elle résiste aux acides, enfin, elle a beaucoup de belles propriétés. Et par-dessus, on a développé une laque qui permet aussi de changer de couleur. Donc quand l'objet est en fonction, du coup, on a un changement d'état sur sa surface. Donc là, vous pouvez voir Nicolas Pinon, qui est le laqueur avec qui j'ai travaillé. Donc l'aspect aussi collaboratif est important, à savoir que souvent, c'est des pratiques différentes qui se rencontrent et à chaque fois, c'est des projets, moi, que j'aime finalement appeler des projets sur l'humain, parce qu'il y a vraiment aussi l'idée de se rencontrer et d'arriver à faire quelque chose de différent ensemble. Donc là, vous pouvez voir la laque qui est récoltée. Voilà, donc là, la fibre de chanvre et en dessous, le mélange avec la laque, donc la sève de l'arbre, qui est une matière qui polymérise à l'air. Et donc, je vous parlais de process. Là, je vous ai parlé très rapidement des matériaux. On utilise la matière pour ce qu'elle est. On essaie de raconter une histoire qui soit juste, parce que c'est toujours l'enjeu. C'est comment est-ce qu'on arrive à utiliser les matériaux pour ce qu'ils sont. Moi, je ne suis pas forcément pour qu'on invente de nouvelles matières qui ne soient pas naturelles. Je pense que la nature a déjà façonné énormément de matières et qui demande juste à être utilisée d'une manière juste. C'est-à-dire raconter une histoire que le matériau peut raconter et finalement essayer d'être dans une forme d'humilité, de compréhension par rapport à ce qu'on a sous les yeux. Et là, vous voyez les premiers essais avec le chanvre et la laque. Et en même temps, tout ce travail sur la structure. Je parle de méthodologie parce que finalement, arriver à développer une pièce comme celle-ci nécessite aussi de mettre en place un process qui soit différent de ce qu'on fait habituellement. Et là, l'innovation arrive. Elle n'est pas encore une fois voulue, mais c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'on arrive à faire un objet qui est très différent de ce qui existe, pensé comme une sculpture, et qui en même temps utilise des matériaux qui ne sont pas conventionnels pour le coup. Donc, je vais faire vite. Le deuxième projet que je vous présente est la suite logique un peu de ces recherches. J'ai eu la chance de pouvoir partir à la Villa Kujuyama, qui est une résidence d'artistes comme peut l'être la Villa Médicis ou la Villa Velázquez, comme l'a été évoqué précédemment. Donc, il faut imaginer que pendant 4 à 6 mois, vous avez l'opportunité de rester sur les hauteurs de Kyoto et de bénéficier d'un accompagnement pour développer des projets artistiques, des projets de recherche. Et nous, on a eu l'opportunité avec Nicolas Pinon de pousser nos recherches sur la laque végétale, qui est un savoir-faire millénaire, et qu'on essaye finalement de réactualiser à notre époque. Et donc, on est parti dans le nord du Japon, à Iwate, pour travailler avec Kenji Toki, qui est un chercheur. Et l'idée, c'était de pouvoir combiner cette laque végétale, cette fibre de chanvre, avec de l'alvéolaire carton pour développer du mobilier de l'objet. Donc en 100% végétal, bien évidemment. Donc le résultat, c'est qu'il y a à peu près 1 an et demi, on a présenté toutes nos recherches et ces objets qui ont découlé de cette résidence au Grand Palais, ici même. Donc c'est pour ça aussi que ça a une valeur spéciale pour moi de venir vous parler de mon sujet, de mon domaine. Parce que ces pièces, finalement, sont le fruit vraiment d'une collaboration entre personnes venant de domaines différents et en même temps une volonté d'avancer dans une direction et de proposer de nouveaux paradigmes, de nouvelles possibilités, une nouvelle façon de penser aussi nos métiers de la création. Et ces pièces-là, en plus, ont trouvé d'une certaine façon un public parce qu'elles se sont retrouvées à la fois au Mobilier National, dans les collections du Mobilier National et du Musée des Arts Décoratifs. Donc voilà, bon, je ne sais pas si on la voit très bien, mais c'est aussi une petite chaise longue qui est totalement réalisée en chanvre, en laque végétale, en terre et avec une structure en bois. Tac. Mathéo, une question pour toi. Bravo. Mathéo, une question pour toi. Rapide. Pour ceux qui sont dans la salle et qui, eux aussi, rêvent de
d'avoir cette opportunité que Dimitri a eue de pouvoir explorer des nouveaux matériaux, des nouvelles façons de penser, de concevoir. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de formations. Il y a un accompagnement autour de la formation qui est très important. Ouais, bien sûr. Alors déjà, le soutien qu'on fait aux jeunes designers, déjà, outre l'accueil dans la recherche et l'innovation, on acquiert tous les ans des pièces de mobilier à des jeunes designers qui sont ensuite présentées à la presse en leur présence et qui sont déposées dans les meilleurs lieux officiels de la République. C'est-à-dire que quand vous allez à l'ambassade de France à Ottawa, quand vous allez à l'Élysée, vous avez à côté un tapis de 400 ans qui a été restauré et à côté une pièce de Dimitri Hlinka, et on montre ce que la France sait faire de mieux, quelle que soit l'année. Sur la question de la formation, on a des formations en interne et on a surtout, dans le cadre de notre grande stratégie pour la stratégie nationale pour les métiers d'art, on a créé un CFA pour les métiers orphelins de formation. En fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des métiers qui existent, il y a des métiers d'art qui existent, avec de la commande privée, avec de la demande, mais les formations ont disparu, parce que la demande a baissé chez des jeunes de 15-16 ans qui ne savent même pas parfois que les métiers d'art existent, parce que les lycées ne veulent plus ouvrir de classe pour 2 ou 3 personnes, ce qui peut se comprendre, mais on a quand même des chefs d'atelier qui sont prêts à accueillir des gens en apprentissage. Et nous, en lien avec l'éducation nationale, en lien avec le CNED aussi, on est en train de réouvrir ces formations en faisant lien avec des chefs d'atelier qui sont d'accord d'accueillir, par exemple, la formation de parquetteur. On n'a plus de formation de parquetteur en France, alors qu'il y a des carnets de commandes publics énormes, notamment aux États-Unis, dans les grandes villes. Et donc, réouvrir des formations grâce à l'éducation nationale et de faire ce lien. Donc, c'est le CFA des manufactures nationales qui s'intéresse à tous les métiers d'art, plutôt dans les questions des arts décoratifs et de l'ameublement. Et on peut trouver plus d'informations là-dessus où ? Sur notre site internet manufacturenationale.fr. Une dernière question pour toi, Dimitri, parce que tu portes beaucoup de choses sur tes épaules, tu portes le futur aussi de l'art, de la création. C'est quoi les beaux jours pour toi ? Les beaux jours. Ah oui, c'est le thème de cette pièce. Ouais. Eh ben, j'imaginerais un monde où, en tout cas dans mon domaine, tout serait décloisonné, et c'est déjà quand même un peu le cas. On tend vers cette direction. Mais c'est avant tout cette porosité entre les domaines, cette capacité qu'on a à mettre en commun, à mutualiser. Et c'est aussi ce qu'évoquaient les différents intervenants. Moi, je ne pense pas à ma pratique d'une façon personnelle. J'essaye à chaque fois de voir dans les collaborations qui sont menées, comment est-ce que ça peut être un élément qui permette finalement une forme de communion. Et du coup, en cela, je trouve que c'est intéressant parce que les projets racontent l'humain. C'est pas juste de la technique, c'est pas juste de la matière, c'est vraiment ensemble en tant que groupe, que collectif, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire et ce vers quoi on tend. Et c'est vraiment quelque chose moi qui m'inspire et qui me pousse à me lever tous les jours. C'est beau. Alors, comme toute bonne pièce de théâtre, je vais clore. Et comme toute bonne pièce de théâtre, il va falloir faire la révérence à la fin avec moi. Wow. Donc, en réunissant ces 3 actes, déjà, je vous remets à vous la médaille de l'espoir créatif. Tout le monde aura eu sa médaille, symbolique, métaphorique. Mais en réunissant ces 3 actes, de la cérémonie universelle de Thomas Joly aux soins du vivant de Raphaël Péria, à l'accessibilité de Frédéric Jousset, jusqu'à l'excellence technique de Matteo Divoire et de Dimitri Hlinka ici avec moi, on voit se dessiner une nouvelle forme de souveraineté humaine et artistique et culturelle. C'est très important. La culture, c'est notre identité. Les créateurs sont en quelque sorte des alchimistes modernes, parce que c'était l'objectif de ce panel. Ils nous prouvent que face aux effondrements, aux changements, je pense notamment à l'entrée dans nos espaces créatifs de l'intelligence artificielle, nous ne sommes pas démunis. Nous avons nos mains, nos cœurs synchronisés et nos récits. Et comme la Winnie de Beckett, nous choisissons de transformer le sable qui nous entoure en une scène de théâtre et notre solitude en communion vibrante, comme tu l'as dit, Dimitri. Aujourd'hui, face aux effondrements, l'art ne nie pas la crise, mais il l'utilise comme matière première pour inventer des récits désirables. L'art n'est pas un luxe, c'est le souffle qui nous anime. Et aujourd'hui, grâce à la création qui nous permet l'exaltation de nos sens, nous pouvons affirmer ensemble que oui, les beaux jours sont devant nous. Allez, hop. Merci à tous.